D'abord, à vous tous qui êtes là, pour montrer que nous aussi, nous sommes présents. Merci. Gaullistes, adversaires et vous tous qui m'écoutez jusqu'au fond de l'obscurité, je suis venu ce soir vous parler du destin de la France. Élection, tant mieux, et Dieu sait si l'on en parle depuis 8 jours. Élection, référendum, insurrection, le problème serait le même. Il ne s'agit plus de savoir comment sera surmontée la crise, car les engagements seront pris ou vont l'être. Il s'agit de savoir comment l'État fera face à ces engagements pour que le peuple de France ne soit pas spolié, pour que l'ébranlement qui vient de faire vaciller la nation ne se continue pas avec une sinistre ironie, soit par l'inflation, soit par le chômage. Comme la plupart d'entre vous, j'ai entendu M. François Mitterrand commencer ainsi son allocution à la télévision. Supposons que la gauche soit au pouvoir, supposons que le drapeau noir flotte boulevard Saint-Michel, etc., etc. Supposons qu'un formidable mouvement social est entraîné avec lui en 4 jours 9 millions d'hommes et de femmes. Supposons que nous sommes au bord de la guerre civile. Que dirait-on dans certains milieux? On prétendrait, soyez-en sûrs, que c'est normal, ce désordre, cette impuissance, cette gabegie, puisque c'est la gauche qui gouverne. Non! Nous ne dirions pas que c'est normal parce que c'est la gauche qui gouverne, car déjà vos amis ne gouverneraient plus, car déjà, comme toujours, vos amis, à l'exception des communistes, ne seraient plus là. Ces amis que vous appelez impudemment la gauche ou ridiculement les conventionnels seraient déjà partis et un président de la République impuissant s'affolerait à les remplacer. Parce qu'en face de 9 millions de grévistes, en face de la guerre civile, et même en face de beaucoup moins, ce n'est jamais de vos amis que la France a entendu « Je ne me démettrai pas ». Tout ce qui vient de se passer, vous n'auriez le droit de vous en prévaloir que si vous étiez, comme vous le croyez un peu vite, nos successeurs, alors que vous n'êtes que nos prédécesseurs. Vous nous dites qu'importe aux jeunes, le 18 juin 1940, ils n'étaient pas nés. Un instant. Si le 18 juin n'était que l'un des symboles de notre continuité nationale, ce ne serait déjà pas si mal. Mais vous oubliez vite que c'est le symbole d'une autre chose que vous ne voulez pas voir parce qu'elle vous tient aujourd'hui à la gorge, la force que donne à un homme qui en est digne la volonté d'assumer la France. Ce qui nous sépare irréductiblement de vous et des vôtres, ce n'est pas ce que vous appelez une politique, c'est que vous êtes une politique et que le général de Gaulle est la France. Que l'on me comprenne bien, je ne désire pas entreprendre ici l'histoire du gaullisme, je désire en tirer la signification afin de faire comprendre pourquoi nous émergeons d'un drame que le gaullisme a déjà plusieurs fois rencontré. Car notre drame, ce n'est pas la crise que nous sommes peut-être en train de surmonter, dont je parlerai bientôt. Notre drame n'est pas derrière nous, il est devant. Ce ne sont plus les millions de grévistes, c'est ce qui permettra à la grève de n'être pas vaine, de ne pas faire ce qu'ont toujours fait vos amis, M. Mitterrand, ce que vous feriez demain, compenser les augmentations de salaire par l'inflation.
Qu'est-ce que le 18 juin? D'abord, la vieille image de la déroute. Les files sans fin des paysans dans la nuit avec leurs charrettes millénaires, l'armée prisonnière, la France veuve d'elle-même et que le monde ne reconnaît plus. Et puis, au respect ou à la haine de l'univers, un homme qui, pendant 4 ans, sur le terrible sommeil de ce pays, en maintint l'espoir comme un invincible songe. Dès lors apparaît la devise que cet homme pourra revendiquer sa vie entière, faire face. La France eût été sauvée de toute façon par les Alliés, ça n'eût pas été la même. « 1944 n'est pas moins significatif que 1940. On connaît le dialogue du général de Gaulle et du maréchal Juin. Mieux eût valu intervenir plus tard, dit celui-ci. C'est parce que je suis intervenu quand tout semblait désespéré, répond de Gaulle, que j'ai pu plus tard parler au nom de la France. Et si nos jeunes veulent oublier une amère et incertaine victoire, qu'ils n'oublient pas ce que dut posséder de fermeté pour tenir tête à Churchill, un homme dont celui-ci disait « Si je l'abandonnais, il n'aurait plus en 1945, il fallut refaire la France dans la confusion générale comme aujourd'hui. Avec tous ceux qui le voulaient, communistes compris, le gouvernement provisoire ne connut pas une seule grève. Et lorsque revint le régime exclusif des partis, le général de Gaulle regagna Colombey. Jusqu'en 1958, à quel prix pour la France, peu importe ce soir. De nouveau, celle de nos adversaires chancelait, mendiante, dramatiquement accolée à l'Algérie, incapable de faire la guerre comme de faire la paix. Et de même qu'en 1945, le général de Gaulle avait fait la France avec les communistes, de 1958 à 1962, il fit la France avec tous ceux qui l'avaient appelé. Et il se trouvait en face de ce qui était aussi appelé l'Empire. Et dans toute l'Afrique, sauf en Guinée, ce qui s'était appelé l'Empire s'appelle l'amitié française. De 62 à 68, la France, enfin, fut en paix. Puis, il y a 6 semaines, il n'y a que 6 semaines, les événements que l'on sait font dire sur elle. Il est faux qu'on les ait prévus, soit dans l'opposition, soit au gouvernement. Ceux qui disaient toujours que tout allait mal continuaient, ceux qui disaient le contraire aussi. On n'a pas plus prévu 9 millions de grévistes qu'on avait en 1940 prévu 2 millions de prisonniers. Il s'agit là d'événements qui n'appartiennent pas à la politique mais à l'histoire, et la politique c'est ce qui reste quand il n'y a pas d'histoire. Les événements de mai ont commencé par ceux de la Sorbonne, sur lesquels on épilogue en vain. Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Il appartient, lui, à l'histoire. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Ils se sont révoltés dans les facultés des États-Unis, qui ne sont pas d'antique Sorbonne. Ils se sont révoltés à l'Université de Mexico, où ils possèdent leur propre police et où la police fédérale n'a jamais pénétré. Les étudiants ont toujours été chahuteurs, mais il serait absurde de croire que leur chahut ressemble à celui du Moyen-Âge quand il ressemble à celui de la Californie. Certes, il faut réformer la Sorbonne et Nanterre, et peut-être même tout l'enseignement, lorsque l'audiovisuel frappe à la porte. Mais ne voyez-vous pas que la réforme des enseignements dans le monde entier tient moins à les réformer qu'à les remplacer par quelque chose qui est parfois le chaos et voudrait souvent être la fraternité. Ce que les étudiants, les vrais, attendent d'abord de nous, c'est l'espoir. Mais à côté de l'espoir, il y a le plus fascinant des sentiments négatifs, le vieux nihilisme tout à coup reparu avec son drapeau noir
et qui n'a plus espoir que dans la destruction. Nous ne sommes pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connue. Les historiens des civilisations ont découvert que celles-ci se développent comme des plantes, que l'histoire de l'humanité est une suite de naissances, de jeunesse, de vieillesse et de mort, que notre civilisation s'élabore comme la civilisation antique ou la civilisation chinoise, et que toutes finissent avec les grandes cités cosmopolites, New York après Byzance et Byzance après Alexandrie, finissent avec un empire qui couvre le monde connu en lutte avec ses barbares et son prolétariat. Pour les historiens, nous sommes à la fin de la civilisation occidentale. Mais ils n'ont pas encore eu le temps de voir, car toutes les histoires de la civilisation ont été conçues avant la bombe atomique, qu'entre notre civilisation et celles qui l'ont précédée, il y a 3 différences capitales. Notre civilisation est la première qui se veut héritière de toutes les autres. Elle est la première qui ne se fonde pas sur une religion. Enfin, elle a inventé les machines. Nous ne sommes pas les Romains plus les machines, nous sommes des Romains transformés par les machines que nous avons inventées et que les hommes n'avaient jamais inventées avant nous. Construire les pyramides ou les cathédrales, ce n'est ni construire les gratte-ciel, ni gouverner l'atome. César se fut entretenu sans peine avec Napoléon, non avec le président Johnson. Notre civilisation qui n'a su construire ni un temple ni un tombeau, et qui peut tout enseigner sauf à devenir un homme, commence à connaître ces crises profondes comme les précédentes connurent les leurs. Encore devons-nous comprendre que si les grèves du 13 mai ressemblent de loin à celles du Front populaire, il ne s'agissait pas seulement de grève, ni au 13 mai, ni au temps du Front populaire, ni à la Révolution d'octobre. Jamais les grèves capitales ne sont seulement des grèves. Et le plus troublant caractère des nôtres, c'est précisément leur lien avec la révolte de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire avec une révolte mondiale et une crise mondiale. Je doute qu'elle se limite longtemps à la France. Les causes qu'attribuent à cette révolte les quelques professeurs restés lucides ne suffisent pas à l'expliquer. Oui, la Sorbonne est à transformer. Oui, les cours doivent être modifiés, les débouchés devraient être assurés. Mais nous avons vu le drame étudiant se développer dans des pays qui ont transformé l'enseignement et assuré les débouchés, autant que dans les pays sous-développés, aux États-Unis comme aux Indes. La jeunesse a-t-elle suffi à établir le pont entre nos étudiants révoltés et nos ouvriers grévistes? Il semble bien que les jeunes aient joué un grand rôle. En marge de l'action de la CGT, nous trouvons une exaltation insolite. Trotskistes et maoïstes unis par le mythe de la révolution permanente, castristes, nihilistes et tout le peuple du drapeau noir. Tout cela n'a pas beaucoup d'importance et le Parti communiste se défend bien. Tout cela a devant lui la même importance ennemie et fraternelle que les étudiants ont en face de l'État. Ces grèves ont été singulières, d'abord évidemment par leur étendue, mais aussi par leur absence de haine. Quand on a vu déjà plusieurs révolutions, on ne peut s'y méprendre. Les grévistes étaient rarement armés. Les manifestations de masse ne se sont pas affrontées. Elles conduisaient à la guerre civile, elles ne la créaient pas. Elles aussi semblaient plus profondes que les revendications de salaire qu'elles soutenaient. Cette répétition générale d'un drame suspendu montrait, chez les grévistes comme chez ceux qui les regardaient passer, la conscience de la fin d'un monde. Même avec des salaires augmentés, notre société n'est pas encore adaptée à la civilisation des machines. Cette adaptation que le général de Gaulle appelle participation, nous savons qu'elle sera difficile. Il semble aussi qu'elle doive être longue, mais rien n'est très long dans un siècle passé des fiacres aux réacteurs atomiques. Les premiers éléments de participation doivent suivre les élections de près, et l'on sait que déjà certaines réformes doivent être discutées devant l'Assemblée dès le mois prochain. Mais comprenez-vous bien
que tout cela n'a de sens que si deux conséquences éventuelles des grèves sont vaincues, le chômage, l'inflation. En face de la France chancelante qui commence à se redresser, qu'y a-t-il? D'abord, les communistes, inquiets de leurs compagnons ennemis de gauche pour la première fois apparus, de leurs compagnons de droite dont ils croient avoir encore besoin pour masse. Comme tout le monde, ils ont senti passer le grand coup d'aile révolutionnaire sous lequel les masses débordaient la CGT et celle-ci le Parti communiste. Ils savent ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. J'ai entendu le chanoine Waldeck-Rochet rentrant ses griffes prononcer un discours bénin. Juste à peine désavoués les professeurs de l'école de la Chavesse. On dirait que le communisme est devenu un complot bizarre dans lequel les membres du parti savent tous qu'ils ne doivent ni faire ce qu'ils disent aux électeurs, ni leur dire ce qu'ils veulent faire. Mais enfin, nous dira-t-on, les communistes sont encore léninistes. Sous cet étrange dialogue où M. Mitterrand se demande s'il sera assommé par eux comme Kerensky ou s'il les assommera comme Daladier, il reste qu'on ne fait pas la révolution sur les hausses de salaire. Le chemin de la révolution ne passe pas par l'équilibre, il passe par le chômage et par la misère. Aujourd'hui, notre meilleure arme contre le communisme, c'est une économie rénovée. Après le communisme, quoi? Ne parlons pas des cendres. Le gouvernement est trop profond pour ne pas faire d'eux un peu plus tôt, un peu plus tard, dans le domaine de l'histoire, des alliés des gaullistes ou des communistes. Le destin du monde est trop tragique pour les troisièmes forces. Autant croire que le drame américain sera réglé par les mulâtres. Le PSU, même renforcé par la plus extrême gauche, demeure un mouvement intellectuel sans importance décisive dans des élections générales, quel qu'il soit son succès, reste la fédération. Elle ne va pas très bien, elle ira encore plus mal. Elle ne peut attendre des communistes qu'une alliance précaire. Elle nous dit, les grèves sont le bilan de 10 ans de gaullisme, allons-nous prendre les mêmes et recommencer. C'est oublier un peu vite la paix dont nous avions perdu l'habitude, mais même après 62, dire que les grèves et la crise de l'université sont le bilan du gaullisme est à peu près aussi intelligent que dire que l'accident d'un grand express est le bilan de 100 ans de construction des chemins de fer. Le bilan du gaullisme, c'est la France maintenue contre vents et marées, même cette fois-ci. La résistance, la lutte contre Vichy, le droit de vote donné aux femmes, les comités d'entreprise, les nationalisations, la sécurité sociale, la décolonisation, l'aide aux pays sous-développés, la transformation de l'armée, la monnaie stable, la République 2 fois rétablie, l'indépendance et la France debout. Est-ce que c'était la droite ? Ça valait bien l'inflation. Suez et s'inquiète, et les pourparlers de Paris entre les États-Unis et le Vietnam valent bien le fou. On dit que nous soutenons le capitalisme. Jamais les banques n'avaient gagné plus d'argent qu'au temps de l'inflation du Front populaire. On sait de reste que le dit capitalisme ne nous porte pas dans son cœur. Et si le problème capital est celui de l'inflation, qui donc a plus de confiance pour soutenir le franc
en messieurs Mitterrand et Guy Mollet quand le général de Gaulle et M. Pompidou. Car il faut toujours en revenir là, quel que soit le chef du prochain gouvernement. Avant d'entreprendre des transformations nécessaires et difficiles de la France, il faut qu'il lui apporte la force de supporter les conséquences des grèves. Il faut que s'exerce une volonté résolue et non les vieilles rivalités que nous voyons déjà reparaître, des compromis érigés en moyens de gouvernement, comme celui qui tente en vain d'accorder la politique étrangère de la Fédération américaine à celle du Parti communiste russe. Il faut que s'exerce la même volonté qu'en 40, qu'en 44, en 58, toujours la même devant la patrie en danger. Nos adversaires parlent sans cesse du pouvoir personnel du général de Gaulle, ce qui veut dire le pouvoir discrétionnaire et un peu le bon plaisir. Mais ce n'est pas un pouvoir personnel qui arrête par un discours les généraux d'Alger et les cortèges du mois dernier. C'est un pouvoir historique, le pouvoir particulier de l'homme qui assume la France quand il s'agit de l'assumer encore. Le pouvoir qui exprime ce que nos adversaires n'ont jamais exprimé en France, la volonté nationale. Ce qu'ils appellent le pouvoir personnel, c'est le contraire de l'impuissance collective qu'ils ont toujours montrée. Au temps du putsch d'Alger, le général de Gaulle disait devant tous les Français « Mon cher et vieux pays, nous voici une fois de plus dans l'épreuve. » Aujourd'hui aussi, après le 18 juin, la guerre, la paix, l'Algérie, l'élection du président au suffrage universel et les plus vastes grèves de notre histoire. Dans quelques mois commencera la prochaine épreuve. Et c'est pourquoi je vous appelle, compagnons d'autrefois et de cette nuit qui seraient nos compagnons de demain, devant le pays une fois de plus menacé, allez dire à nos adversaires que nous attendons le 30 juin et que nous leur donnons rendez-vous.